Alors moi aussi, je me présente, Alain Glaise, je suis architecte urbaniste, je suis professeur en ville et territoire à l'école d'architecture Paris-Malaquais, je suis aussi chercheur, je ne sais pas ce qui est écrit là, voilà, recherche Chronotopia, je suis dans un laboratoire de recherche, dans plusieurs d'ailleurs maintenant, d'architecture anthropologie, et nous travaillons avec des anthropologues sur les questions temporelles, de l'expérience du temps. Donc je suis un petit peu loin de tout ça, mais pas totalement, puisque je m'intéresse aux différents aspects de la chronotopie. Donc quand on m'a dit, en fait, venez nous parler en 5 minutes de la chronotopie, sujet sur lequel vous travaillez depuis des décennies et sur lequel vous faites un semestre de cours et tout ça en 5 minutes, j'ai dit, oui, bien sûr, c'est très facile, surtout en faisant le lien avec l'économie circulaire. Donc voilà, tout ça c'est un peu périlleux pour moi, vous m'excuserez, mais enfin on va essayer de construire une intelligence collective autour de cette notion. Voilà, je pense que je vous ai dit. Alors du coup, je pense par rapport à ce que j'ai entendu, c'est qu'on va avoir un changement d'échelle certainement. Là on était dans la matière, on était presque dans la chimie, dans la biologie. J'exagère, mais il y avait quand même des aspects de ce type. Je pense qu'aujourd'hui, pour cette table ronde, on va changer un peu d'échelle, celle du bâtiment, d'échelle de temps aussi, de bâtiment dans la durée à différentes échelles, et puis peut-être aussi cette question de la chronotopie à l'échelle des espaces de vie et de l'urbanité. Alors qu'est-ce que la chronotopie ? Je pense que chacun de nous ici a des définitions différentes. On peut partir tout simplement de l'étymologie, de chronos et topos, c'est-à-dire essayer de penser conjointement espace et temps. Ça paraît assez simple, mais le fait qu'il y ait deux notions pour désigner espace et temps et qu'on veuille les articuler est problématique, nous pose un certain nombre de problèmes. Donc, penser conjointement l'espace et le temps à différentes échelles, le quotidien, la biographie, mais aussi l'histoire. Pourquoi repenser l'articulation entre l'espace et le temps ? Probablement parce que les villes dont on hérite aujourd'hui sont héritières d'une pratique et d'une pensée plutôt séparatrice. Je vais prendre un exemple, le zonage, qui a fait l'objet, par exemple, jusqu'à pas longtemps, du plan d'occupation des sols, sépare les fonctions. Mais en fait, en séparant les fonctions, on sépare aussi les temps. On sépare les personnes. Il y a des lieux du jour, des lieux de la nuit, des lieux de la semaine, des lieux du week-end. Et finalement, on s'aperçoit que cette séparation peut être problématique et aussi dispendieuse. La chronotopie permet donc de penser différentes temporalités, des cycles, des rythmes matériels et sociaux. Et finalement, peut aussi nous aider, c'est ce qu'on va voir, à penser l'optimisation de certaines ressources, notamment des mètres carrés bâtis, mais pas seulement en termes d'efficience, peut-être aussi en termes de qualité de vie, d'urbanité, de rencontres, qui sont aussi des objectifs, j'espère, que nous essayons d'atteindre. En pensant différentes échelles de temps, on peut aussi on est obligé au moment de la conception de bâtiments, d'aménagements, d'infrastructures, de se projeter dans différents horizons temporels, plus ou moins proches et lointains, et finalement ce qui nous oblige aussi à penser l'évolutivité, l'adaptabilité, la réversibilité, tous ces termes que vous connaissez, et finalement on pourrait dire la pérennité des infrastructures qu'on projette aujourd'hui, parce que leur capacité à être réutilisée, réadaptée, leur assure finalement une certaine pérennité. Alors, les bénéfices, j'essaie de faire le point un peu sur les bénéfices de l'approche chronotopique, je vais être rapide. Alors, j'en vois de différentes natures, évidemment à l'articulation environnementale, sociale et économique, et à différentes échelles. Des bénéfices environnementaux, je vais donner quelques exemples pour qu'on se comprenne. Par exemple, à l'échelle du bâtiment, ce dont on s'aperçoit, c'est que du fait de la séparation fonctionnelle dont je parlais précédemment, finalement, on crée des espaces qui ont des temps d'usage et qui, pour certains, nombreux d'entre eux, notamment les équipements universitaires de manière saisonnière, sont
sous-utilisés, ou en tout cas ont des périodes de vacances assez importantes, et qu'on peut se poser la question de comment en intensifier l'usage, notamment pour économiser des mètres carrés, puisque à chaque fois, sinon, on rajoute des mètres carrés supplémentaires. À l'échelle de la proximité, vous avez tous entendu parler aujourd'hui, on en parle comme ça, de la ville du quart d'heure, qui est effectivement une dimension temporelle de l'existence. On peut parler aussi de ville de courte distance ou d'unité de voisinage. Finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire penser les espaces à l'échelle aussi du quotidien, des pratiques quotidiennes. Et donc, finalement, en termes d'économie spatiale, limiter peut-être aussi les déplacements, l'étalement urbain, en travaillant sur des espaces plus compacts, ou en tout cas offrant des offres de voisinage, de proximité plus complètes, et donc limitant les mobilités des uns et des autres. On a des bénéfices sociaux, je pense, à cette approche chronotopique. Là aussi, à différentes échelles, je prends juste un exemple, à l'échelle du logement par exemple, le fait d'imaginer la conception du logement, là aussi à différentes échelles de temps, permet d'envisager une certaine malléabilité, évolutivité, et peut-être aussi l'intégration d'un aléa ou d'une certaine incertitude dans l'évolution de ce que nous concevons aujourd'hui. Cette incertitude qui permet de l'appropriation successive, et peut-être aussi d'introduire des pratiques qu'on n'imaginerait pas encore, évidemment en créant plus de mètres carrés, ce qui est nécessaire pour les logements, et notamment d'intégrer des pratiques émergentes comme celle du télétravail. À l'échelle de la proximité, donc toujours dans les bénéfices sociaux, penser la pluralité des temporalités, c'est aussi permettre de créer des espaces publics de rencontres et de pratiques, notamment plurigénérationnelles. Je ne crois pas que la ville éclatée, la ville automobile, favorise les pratiques, par exemple, des plus fragiles, que ce soit les enfants ou les personnes âgées. Ou sinon, toujours en termes de zonage et de séparation des fonctions, on peut se demander à quoi ressemble une zone d'activité monofonctionnelle après 18 heures pour un piéton en hiver. Donc finalement, c'est en réfléchissant sur différentes temporalités à différentes échelles, on arrive à toucher différents aspects de la vie sociale et urbaine. En termes de bénéfices économiques, alors là, c'est pas du tout mon sujet, mais je pense qu'on imagine assez facilement qu'en intensifiant l'usage des mètres carrés bâtis, on fait des économies d'investissement et aussi de mètres carrés. Et parce que je disais tout à l'heure, en imaginant au moment de la conception l'évolutivité, les évolutions possibles, les configurations possibles des infrastructures bâties, on fait des économies sur les investissements à venir. Voilà très rapidement comment je travaille sur les questions de chronotopie. Je vois le lien entre les réflexions qui ont lieu ici aujourd'hui et mes propres réflexions. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de travailler autour de 3 grandes questions avec des sous-questions. La première, c'est comment optimiser les espaces aménagés par l'intensification des usages. Différents exemples que les intervenants pourront expliquer plus dans le détail. Comment composer une pluralité de pratiques sociales pour favoriser l'urbanité. Et enfin, comment pérenniser les investissements actuels par l'adaptabilité, l'hybridation et la mutualisation des espaces. Et nous finirons par, si nous avons le temps, j'espère, quelques questions du public à nos intervenants. Donc peut-être que vous pouvez vous présenter de manière un petit peu plus substantielle. Voilà. Et, un par un, on va suivre le même ordre si vous voulez bien. Et puis ensuite, on abordera les différentes questions. Ça va ?
Donc, Éléonore Chirossel, juriste, je travaille à l'étude Chevreux, qui est une étude notariale. Classiquement, on va travailler dans les 5 domaines d'activité du notariat. Et parmi eux, il y a le développement immobilier. Et en développement immobilier, on va accompagner les propriétaires publics, privés, les aménageurs, les occupants, les promoteurs à développer et à intégrer la question de la chronotopie dans leurs opérations. Et on va les accompagner dans ce qui va être montage. Bonjour, moi je m'appelle Kinda Garman, donc je suis la directrice générale Garman, je suis désolée, pas Garman, c'est pas grave. La directrice générale des Bureaux du Cœur, et donc les Bureaux du Cœur ne sont pas une entreprise mais une association, des petites nuances, association qui développe l'accueil de personnes en situation de précarité dans des bureaux d'entreprise lorsque les bureaux sont inoccupés le soir et le week-end. Bonjour à toutes et tous, donc je m'appelle Éléonore Slama, je suis adjointe à la maire du 12e arrondissement, chargée du logement, de la lutte contre les inégalités, contre l'exclusion, et j'ai fait du gaspillage des mètres carrés en ville mon combat. Très concrètement, dans le cadre de l'Université de la Ville de Demain, qui est une initiative portée par la Fondation Palladio, que vous connaissez certainement, cette initiative vise à faire coopérer le public, le privé et la société civile pour faire émerger la ville bas carbone et inclusive. Donc, dans le cadre de cette Université de la Ville de Demain, j'ai choisi de créer, de piloter un groupe de travail sur la question de l'intensité d'usage et avec l'objectif très clair de mettre à la bonne échelle, c'est-à-dire à grande échelle, cette question-là, puisqu'elle existe depuis très longtemps, mais il faut pouvoir la diffuser et qu'elle soit massivement mise en place. Et donc pour cela, j'ai réuni un groupement d'acteurs publics, privés, avec Bouygues, et sa filiale Bixity, Novaxia, SNCF Immobilier, JLL, SFL, mais aussi bien sûr la Ville de Paris et la direction de l'immobilier de l'État, et avec des experts dont les notaires Chevreux, Dominique Alba, l'ancienne DG de la Pure qui est maintenant chez Jean Nouvel, Sylvain Grisot, l'urbaniste de l'économie circulaire que vous connaissez, mais aussi la CEMAPA et le CEREMA. Donc tous ces gens-là, on s'est réunis. On a pour ambition, dans les prochains mois, de sortir la première échelle de mesure de l'intensité d'usage et de la déployer sur des projets pilotes, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Et Jérôme Masclot, je suis directeur général de l'EPORIF, l'établissement public d'aménagement universitaire de la région Île-de-France. Donc on est un établissement public qui dépend du ministère de l'Enseignement supérieur et on accompagne des maîtres d'ouvrage universitaires sur le territoire francilien dans leurs projets immobiliers, donc à la fois sur la réflexion très amont des schémas directeurs, la programmation des bâtiments, jusqu'à la réalisation, la mise en œuvre effective de ces chantiers. Donc on peut les accompagner sur certains projets sur une dizaine d'années et on essaye d'inscrire nos réflexions et nos projets évidemment aussi dans ces questions d'économie circulaire et de réflexion sur les usages. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a été invité et je vous remercie pour cette invitation. Merci. On peut peut-être commencer par la première question. Comment optimiser les espaces aménagés par l'intensification des usages? Peut-être en travaillant d'abord sur une échelle courte durée, sur quasiment les 24 heures de la semaine, si j'ai bien compris, l'initiative des Bureaux du Cœur. Peut-être que vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Oui, bien sûr. Je voulais déjà commencer par quelques chiffres qui sont pour moi assez effarants. Aujourd'hui, en France, je pense que 99% des bureaux ne sont occupés que 30% du temps. Donc, ils sont occupés sur des horaires type 9h-18h. Et donc, le reste du temps, 70% sur une semaine, les bureaux d'entreprise, ils sont vides. Ils sont souvent pourtant climatisés l'été et chauffés l'hiver. Dans le même temps, en France, il y a 330 000 personnes qui dorment dehors. Donc c'est pour ça qu'on a créé le Bureau du Cœur, qui a vraiment pour objectif de développer l'accueil, de favoriser l'accueil d'une personne par bureau, le soir et le week-end, quand ces espaces sont inutilisés, pendant 3 à 6 mois, pour favoriser la réinsertion de personnes en situation de précarité. Concrètement, ces personnes, on les appelle invitées, donc ce sont des personnes qui sont littéralement invitées dans des bureaux. On ne leur demande aucune contrepartie, évidemment pas de loyer, pas de contrepartie de service, pas de gardiennage ou de sécurité. Ce sont des personnes qui sont donc invitées et ce sont des personnes qui peuvent être tant des travailleurs en situation de précarité, des femmes qui subissent des violences conjugales, des étudiants, voilà, toutes les personnes qui malheureusement peuvent être concernées par la précarité.
Et on leur offre donc 3 à 6 mois d'accueil individuel dans ces espaces. Et on travaille avec des associations partenaires pour favoriser leur réinsertion. Ce qui est génial, je trouve, dans ce projet, c'est que en intégrant finalement les entreprises comme éventuelle solution sociale et sociétale, aujourd'hui, les Bureaux du Cœur ont ouvert le champ des possibles dans un enjeu de précarité qui est majeur, qui grossit de jour en jour. Et donc, effectivement, les Bureaux du Cœur ont un peu ouvert le champ des possibles. Et donc, effectivement, avec cette intensification des usages, permettent de réinsérer et de maximiser les projets de réussite de personnes en situation de précarité. Donc à la fois une efficacité et aussi, dans l'usage des mètres carrés bâtis, mais aussi dans la réinsertion des personnes qui bénéficient de votre initiative. Bien sûr, c'est à la fois environnemental, puisque donc on parle d'optimisation des usages, c'est aussi social, évidemment, puisque l'objectif c'est de réinsérer des personnes. Vous parliez aussi de levier économique tout à l'heure, c'est évidemment des sujets qu'on traite, puisque aujourd'hui, les Bureaux du Cœur sont évidemment, grâce à la solidarité des entreprises, bien moins chers qu'une place en CHRS. Donc finalement, l'idée c'est pas de se comparer, mais on a quand même une solution économiquement intéressante. Peut-être qu'on peut continuer sur le cadre de l'université avec la question de la polyvalence et de l'ouverture des espaces, puisqu'on dit, je le disais tout à l'heure, effectivement c'est un de ces équipements qui a une saisonnalité extrêmement forte, liée à la vie académique évidemment, mais avec des grandes périodes de vacances et beaucoup d'équipements aussi, d'espace. Oui, tout à fait. Effectivement, les universités, les écoles sont dimensionnées par rapport au premier semestre. C'est le moment dans l'année, dans l'organisation classique d'une année universitaire, où on a le plus d'intensité d'usage, le plus de cours, le plus de présence d'étudiants. Au fur et à mesure de l'année, s'égrènent quelques départs, des départs en stage, des départs en formation à l'étranger, la fin des cours tout simplement avec les examens. Et puis on arrive à l'été, et l'été c'est assez vite, on a même des fermetures pendant ces périodes-là. Donc un des sujets qui nous anime dans nos réflexions et qu'on partage évidemment avec nos maîtres d'ouvrage universitaires, c'est la question de comment est-ce qu'on va justement intensifier ces usages. Alors il se trouve qu'on travaille en Île-de-France, donc en Île-de-France où il y a des besoins d'accueil d'effectifs étudiants particulièrement importants. Donc on a déjà des amplitudes horaires d'usage de ces équipements universitaires qui sont assez importantes. C'est-à-dire que j'ai fait un petit sondage là, ces derniers jours auprès de mes collègues directeurs du patrimoine sur une demi-douzaine d'établissements. Les établissements sont ouverts de 8h à 20h, avec des cours de 8h à 20h, certains 21h, certains 22h. Du lundi au vendredi. La plupart ont des cours aussi le samedi, un peu moins d'intensité d'usage, mais avec une utilisation assez significative. Donc on a déjà repoussé progressivement un certain nombre de curseurs, c'est-à-dire que l'université, c'est pas 9h-17h du lundi au jeudi, et puis après rideau. On a déjà repoussé un peu ces usages-là, mais néanmoins, il y a encore des possibilités. Parmi les équipements universitaires, outre les salles de cours classiques, les amphithéâtres, on a également des bibliothèques universitaires. Et donc, un des sujets, c'est comment est-ce qu'on s'ouvre, et ça fait le lien avec ma voisine, mais comment est-ce qu'on s'ouvre sur le quartier, comment on s'ouvre déjà aux étudiants quand ils n'ont pas cours et en dehors des périodes de cours, donc le samedi, éventuellement le dimanche, pour leur offrir des espaces de travail. Il se trouve qu'en région parisienne, où ils n'ont pas beaucoup de mètres carrés, ces étudiants chez eux, et pouvoir accéder à une BU, c'est important pour la réussite dans les études. Donc il y a ces questions de finalement, comment est-ce qu'on rend ces équipements ouverts le plus possible et accessibles aux étudiants pendant les périodes de fermeture, et puis également vers les habitants, vers le quartier, de façon à avoir des équipements qui soient les plus ouverts possibles et les plus intégrés à la vie du quartier. Et alors j'espère qu'elle va confirmer ça, mais la bibliothèque universitaire qui est positionnée en rotule avec la voirie et donc en accès direct et autonome par rapport au reste du bâtiment universitaire, est ouverte également à des adhésions du voisinage. Donc
on peut se faire délivrer une carte. Alors ça ne donne pas accès aux mêmes services exactement qu'un étudiant ou un personnel de l'université, mais ça permet quand même aux habitants du quartier de venir profiter de ces espaces, d'accéder à la connaissance, aux bouquins qui sont disponibles. Et ça fait partie aussi des éléments qu'on essaye d'apporter dans nos réflexions et dans les programmes. C'est-à-dire que la commande initiale de l'université, elle n'est pas forcément ouvrez-moi sur le quartier. C'est à nous aussi, en tant que techniciens, en tant que spécialistes de ces sujets et un peu avertis de ces problématiques, d'apporter ce petit quelque chose en plus qui ne va pas forcément leur coûter plus cher, en tout cas pas à l'échelle de ce que ça peut apporter comme service, mais d'essayer d'apporter des réflexions qui permettent un usage plus intense au cours de la semaine. Et ensuite, il y a d'autres réflexions pour reprendre le point de départ sur l'organisation de l'année universitaire. Il y a des réflexions qui sont en cours, université par université, pour aussi désaisonnaliser. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on ait plus d'étudiants et plus de cours. On est très attaché en France à l'organisation. Ça commence en septembre, on a des examens en mai ou en juin. Il y a d'autres pays, notamment dans les pays anglo-saxons, où on va vraiment raisonner sur des quadrimestres de cours et où on a 3 quadrimestres dans l'année. Il y a certains établissements qui font évoluer aussi leur offre de formation pour s'adapter à des temps de la vie qui ne commencent pas toujours, où la disponibilité ne commence pas toujours en septembre, et qui vont permettre aussi de mieux utiliser les infrastructures de bâtiments dont ils disposent, le corps professoral qui va aussi être disponible davantage peut-être sur le deuxième quadrimestre de l'année universitaire, voire l'été, et de façon à mieux répondre à ces enjeux. Donc à la fois des questions de calendrier, d'emploi du temps, mais aussi d'infrastructure dans ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il faut que, si je comprends bien, cette intensification, elle passe aussi par une plus grande porosité des équipements et donc une configuration spatiale qui permet d'ouvrir l'accès, c'est-à-dire si vous avez une bibliothèque au milieu du campus et que vous voulez l'ouvrir au public, ça veut dire gardiner en gros concrètement l'ensemble du territoire et du bâtiment. On va revenir. Oui. On peut peut-être enchaîner justement. Oui. Non, mais en effet, on peut jouer à la fois sur le taux d'utilisation, donc les horaires élargis du bâtiment, de l'espace, et puis le taux d'occupation, c'est-à-dire le nombre de personnes qui y sont à un instant T. Et on peut jouer sur ces deux-là. Et finalement, il y a quelques grands principes à utiliser pour intensifier les usages. On a parlé bien évidemment de la mixité, l'hybridation. Il y a aussi, de manière très triviale, la lutte contre la vacance. On ne pense pas, mais il y a beaucoup de choses vides quand même. Donc là aussi, c'est un levier à mettre en place. Et puis, bien évidemment, la réversibilité pour attaquer le gisement finalement du carbone dans le temps. Parce que, en effet, la première des boucles de l'urbanisme circulaire, c'est d'abord l'intensification des usages. Et voilà, il faut aussi distinguer la ville existante et la ville à venir. Et on ne fait pas exactement la même chose sur le déjà là que sur les futurs projets urbains. Est-ce que vous voulez nous parler de cette notion de haute qualité temporelle et de l'expérimentation du laboratoire que vous menez sur Bercy-Charenton? Alors, justement, si on prend la ville de demain, Bercy-Charenton, donc c'est un futur projet urbain, c'est la dernière grande prise foncière de la capitale. C'est un nouveau morceau de ville avec plus de 3000 nouveaux habitants, des équipements publics, un collège interdépartemental, une école, des commerces, des bureaux, des logements publics et privés, des espaces publics. Donc c'est vraiment un terrain de jeu formidable pour essayer justement d'aller plus loin sur cette question d'intensité des usages. Et donc ce n'est pas moi, puisque encore une fois c'était un sujet vieux comme le monde, mais un géographe, Luc Galinski, j'ai toujours du mal à prononcer son nom de famille, donc je m'excuse si je fais une erreur, mais qui a théorisé donc, cette notion de haute qualité temporelle. Et donc j'en ai parlé à Emmanuel Grégoire, à la maire du 12e aussi, Emmanuel Pierre-Marie, et je les ai convaincus de faire de Bercy-Charenton finalement le premier quartier dans le monde à haute qualité temporelle, c'est-à-dire que l'intensité d'usage, les mètres carrés qui seront construits demain à Bercy-Charenton devront être intensément utiles. Oui, il faut continuer à construire, bien sûr, mais au moins construisons utile.
intensément utile. Faisons en sorte que demain, un immeuble de bureau, parce que les chiffres que vous donniez du CEREMA, c'est 30%, c'était avant le Covid et avant la révolution du télétravail. C'est une estimation. Une école, c'est de l'ordre de 20% du temps sur l'année. Donc vous voyez, 70 à 80% du temps dans ces espaces-là, qu'on trouve partout en France et partout dans le monde, il ne se passe rien. C'est un gaspillage énorme, et on parle aujourd'hui beaucoup du gaspillage alimentaire, de la fast fashion, mais on ne parle pas de ce gaspillage des mètres carrés là. Et donc c'est mon combat avec vous, chacun dans votre domaine, que d'essayer vraiment d'y travailler. Et donc les notaires chevreux, par exemple, nous accompagnent régulièrement dans ce travail et montrent qu'à droit constant, c'est possible. Voilà, merci pour la transition. Justement, j'étais en train de dire. Oui, effectivement. Déjà, pour rebondir sur la notion de vacances, il y a quelque chose qui paraît très intéressant qu'on constate de plus en plus, c'est que mettre fin à la vacance de manière ne serait-ce que temporaire pour quelques mois, le temps qu'un projet urbain pérenne se dessine, c'est devenu de plus en plus la norme lorsque c'est faisable. Il y a un autre mouvement qui me paraît intéressant, c'est que ce temps court, cette utilisation pour éviter la vacance, finalement, elle va se pérenniser dans le temps et elle va montrer une autre facette du bien, et ensuite le projet finalement urbain futur ne sera plus le même que celui qui aurait pu être imaginé sans cette utilisation temporaire. Ça, c'était Et donc en fait, finalement, le temps court va vers le temps long de manière assez naturelle, et c'est les choses qui se font presque toutes seules. Et de ce point de vue-là, le droit, il est assez facilitateur. Alors, non pas que tout soit possible sans limite, parce que forcément je suis juriste, je ne peux pas dire ça. Néanmoins, il y a énormément de choses qui sont possibles à droit constant, sans réforme réglementaire. Tout dépendra de qui est propriétaire, qui porte le projet, pour quelle durée également, pour quelle intensité d'usage, en fonction, les outils sont différents. Il y a énormément de choses qui sont possibles à droit constant. Merci. On peut peut-être enchaîner sur une deuxième question. Peut-être en changeant d'échelle, en sortant un petit peu du bâtiment. Je regarde M. Masclo parce que ça pourrait commencer par le campus universitaire. La question, c'était comment composer une pluralité de pratiques sociales pour favoriser l'urbanité, et notamment dans le genre d'équipement que vous gérez. Vous avez évoqué le projet Césure à l'université Sensible. Peut-être juste pour compléter sur l'exemple de Nation Pictus que j'évoquais tout à l'heure, un autre exemple, on a positionné les grands amphithéâtres, les salles de spectacle. C'est une université qui forme des jeunes sur les questions culturelles, notamment les activités culturelles, donc à la fois des métiers artistiques et des métiers techniques en lien avec l'artistique. Et donc typiquement, on a positionné aussi les amphithéâtres et les salles de représentation proches de l'entrée, de façon à ce que ça soit accessible et que ça permette de développer une vie culturelle qui était déjà présente en partie sur le site antérieur de Censier, et qui est d'autant plus vive aujourd'hui. Enfin, je vous invite à aller sur le site de l'université Sorbonne Nouvelle. Ils annoncent 100 événements sur l'année culturelle, donc il y en a un tous les 2-3 soirs. Et ils accueillent plusieurs milliers de spectateurs extérieurs. Hors activité universitaire. Alors c'est hors activité, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a des co-bénéfices. C'est hors activité de l'université, mais c'est notamment des représentations artistiques en lien avec les différentes formations de l'école, enfin de l'université. Et donc c'est aussi des terrains de mise en pratique pour les étudiants. Ils vont, ça n'est pas que ça, il y a aussi des accueils de compagnies extérieures, etc. Mais on va aussi mobiliser certaines expériences pédagogiques dans ce cadre-là. Et donc c'est aussi une mise en situation qui va directement enrichir le parcours pédagogique pour ces étudiants. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important dans le projet pédagogique porté par l'université. Et donc c'est quelque chose où la configuration des lieux, elle va faciliter ou elle va interdire, mais là on essaie de faire en sorte que ça facilite cette pratique-là. Le site précédent, puisque tout est lié dans l'immeuble universitaire à Paris, le site précédent de cette université, c'était effectivement le site Censier, dans le 5e arrondissement, qui a dû être vidé en vue de projets d'aménagement, de réaménagement à vocation universitaire future. Et simplement,
on prend du temps sur la réflexion sur ce que sera ces futurs locaux. Et donc dans l'intervalle, comme on savait qu'on aurait au moins 2 ans, et en réalité plutôt 3, on a décidé de développer un projet d'urbanisme transitoire. Donc on a fait appel, dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt, à des initiatives, des idées. On a essayé à la fois de dire un peu ce dont on avait envie, mais pas complètement, parce que le droit justement nous permettait aussi d'imaginer ça en laissant les choses de façon assez ouverte. Nous étions accompagnés par Chevreul Leclerc dans le cadre de cette expérience, et on a retenu la coopérative Plateau Urbain, qui est une des spécialistes sur ces projets d'urbanisme transitoire, de façon à développer une occupation de ces 25 000 m² pendant cette période intercalaire de 2 à 3 ans. Donc à la fois en leur demandant d'apporter des dimensions qui étaient importantes pour nous, on voulait que ça se tourne autour de la transmission des savoirs, on voulait que ça puisse être démonstrateur de ces nouvelles expériences sur de l'immobilier universitaire, parce que ça s'était pas encore fait, et en tout cas clairement pas à cette échelle-là sur des sites français. Donc on voulait aussi que ça puisse donner des idées à nos collègues qui sont responsables de l'immobilier des universités et qui peuvent avoir ce genre de situation. On voulait que ça permette de bénéficier, qu'il y ait une dimension aussi sociale. Donc on a essayé de monter un centre d'hébergement d'urgence pour des tas de raisons que je ne vais pas développer, on n'a pas réussi, mais la dimension sociale, elle est présente à travers l'accueil de très nombreuses associations de solidarité ou de structures de l'économie sociale et solidaire. Il y a des dimensions artistiques. Et puis, pour rebondir sur ce qui a été dit il y a quelques instants, c'est aussi pour nous une manière d'apporter, alors on ne l'a pas prévu au départ, mais c'est un des co-bénéfices de la chose, c'est une des manières pour nous d'apporter des idées nouvelles dans le cadre de la réflexion sur la programmation, puisqu'on est dans cette phase-là, sur l'après, c'est-à-dire qu'on démontre, et ce n'était pas forcément gagné d'avance, qu'il y a un besoin, qu'il y a une attente, qu'il y a énormément de vivacité dans ces tissus associatifs locaux et structures qui existaient déjà sur le 5e arrondissement ou qui sont ravis de s'y implanter pour 2-3 ans, et que donc il y a une capacité effectivement demain, dans un cadre universitaire, de développer aussi des surfaces qui pourront peut-être avoir un usage après 21h quand les cours se terminent, ou le week-end. Et donc ça nous amène aussi à réfléchir la programmation future de ce site-là, un peu moins barricadé, un peu moins enfermé sur la parcelle et un peu plus en interaction avec le voisinage. Et l'intérêt de ça, c'est que même si nous, je dirais techniciens, les PORIF, on peut être convaincus, ce genre d'expérience d'urbanisme transitoire, c'est une démonstration grandeur nature, et ça rend autrement plus facile le dialogue avec tous les décideurs, quels qu'ils soient, qui n'ont pas tous la même sensibilité, qui n'ont pas tous les mêmes expériences. Là, on peut leur dire, vous voyez, on fait la démonstration, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Si on veut, on peut récupérer une partie de ces usages demain et leur donner un espace dans les moments où on n'utilisera pas le bien pour une vocation universitaire, sachant qu'il ne s'agit pas pour nous d'oublier le programme initial. On doit répondre à la commande qui nous est faite, mais c'est comment est-ce qu'on vient l'enrichir. Et ça peut être une manière de rebondir là-dessus. En vous écoutant, je me disais qu'on sortait de la circularité pour aller vers la spirale. C'est-à-dire qu'en fait, vous utilisez ce moment du chantier non seulement ou de la transformation pour expérimenter quelque chose de nouveau qui va devenir génératif pour vos propres pratiques de conception et d'aménagement des équipements. Alors je pense qu'on n'est pas dans le cercle qui revient sur lui-même, mais justement qui s'échappe et qui ouvre des perspectives nouvelles. Je pense que c'est une dimension tout à fait intéressante. Moi, en vous écoutant, ça m'est venu comme ça. J'espère que vous y retrouvez aussi. Peut-être qu'on peut revenir, Madame Guermant, aussi sur ces questions sociales que vous évoquiez tout à l'heure, et peut-être dans le détail aussi comment ça se passe, cette intensification sur 24 heures, le fait que ça permet aussi des croisements, des frottements, des petits moments finalement qui font l'urbanité. Je disais tout à l'heure, la modernité a bien séparé les choses et au final a vidé une certaine vitalité urbaine qui je pense est de toute façon nécessaire et qu'il faudrait apprendre dans la complexité, notamment avec de nouveaux outils juridiques qui nous aident à cohabiter, à trouver des solutions plus hybrides, plus mutualisables. Peut-être qu'on peut
pouvez nous expliquer plus précisément comment ça se passe? Oui, bien sûr. Vous avez un planning quasiment minute par minute. Très concrètement, les invités arrivent en général vers 17-18 heures, donc c'est un horaire qu'on fixe évidemment avec les entreprises, c'est elles-mêmes qui fixent cet horaire-là. Et donc, ils vont évidemment croiser les derniers salariés. Donc, je parle des invités, mais donc c'est bien un invité qui est accueilli. Je reviendrai effectivement pourquoi un invité. Mais donc, cet invité, il croise les derniers salariés de l'entreprise. L'idée, c'est évidemment de se saluer, d'échanger, de se dire comment s'est passée sa journée. L'invité va ensuite pouvoir disposer donc des pièces qui lui sont mises à disposition. Donc, très souvent, c'est un coin cuisine, un coin nuit, ça peut être un bureau, ça peut être une salle de réunion, ça peut être une salle de sieste, puisque déjà aménagé, tout est envisageable en soi. On demande également aux entreprises de mettre à disposition des sanitaires et une douche. La douche, c'est certainement le point le plus compliqué à trouver, encore que dans des grandes villes comme à Paris, on arrive à trouver des solutions parce qu'il y a d'autres douches à proximité, soit au sein d'entreprises, soit directement auprès d'associations partenaires. Et donc, l'invité va pouvoir disposer de ces espaces. Il va pouvoir évidemment y passer la nuit. Et le lendemain matin, pareil, l'invité partira en fonction de son profil, certainement pour travailler ou pour suivre d'autres activités. Mais le moment du matin, c'est un moment qui est intéressant parce qu'on pousse vraiment à ce que les invités croisent à nouveau les collaborateurs, puisque c'est l'un des fondements des bureaux du cœur, que les salariés puissent créer du lien avec les invités, qu'il se passe finalement un échange, qu'il se passe ce petit quelque chose qui va faire que les bureaux du cœur seront bien plus qu'un toit. Ça va être un espace de rencontre entre deux mondes qui se côtoient, mais très souvent sans jamais vraiment se croiser. Donc le monde de la précarité, le monde de ces associations et le monde des entreprises et de ses salariés. Et cet espace de rencontre, il est fondamental. Il est fondamental pour les invités, puisque c'est l'occasion pour eux de recréer un lien de confiance avec des personnes qui vont pouvoir éventuellement donner un coup de main pour relire un CV, faire passer des entretiens blancs, ou même ne serait-ce que se saluer, échanger et en fait permettre à l'invité de reprendre confiance en lui ou en elle. C'est également le cas des salariés, puisque les salariés, en fait, au sein même de leur entreprise, ont la possibilité de s'engager pour une personne qui a besoin d'une main tendue, encore une fois, ne serait-ce qu'en partageant un café, mais aussi en donnant des dizaines de coups de main. Je sais pas, t'as besoin d'une chemise pour un entretien, en fait j'en ai 4, je les porte jamais, prends-en une. Et en fait, c'est un peu le charme aussi du projet, le charme qu'on a un peu découvert en menant différentes expérimentations au sein d'entreprises, c'est que finalement la solidarité s'invite au bureau, s'invite dans les entreprises, et on va sensibiliser des personnes à la précarité là où on ne s'y attendait pas. Et tout cela justement, ne serait-ce qu'en décloisonnant ces espaces et en permettant l'identification des usages. C'est exactement ça. Alors je me suis aperçu que soi-disant j'ai travaillé sur le temps et en fait j'ai pas du tout tenu les temps. Ceci dit, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, on va le rattraper. En fait, en vous écoutant, effectivement, il y a ces questions de décloisonnement, d'hybridation, de mutualisation, de perméabilité qui certainement posent de nouveaux problèmes, notamment juridiques, d'assurance. Peut-être qu'on peut plus précisément rentrer sur les freins finalement à ces différentes reconfigurations que les uns et les autres vous imaginez pour intensifier, optimiser l'usage de la ville, mais qui nécessite aussi d'ouvrir de nouvelles pistes et de faire sauter un certain nombre de verrous. Je ne sais pas qui est-ce qui veut commencer. Moi, j'ai le micro, j'enchaîne rapidement. Effectivement, les bureaux du cœur, on le vend comme un projet très simple. C'est évidemment un petit peu plus complexe que ça, mais il faut rester un peu commercial. C'est un projet le premier frein, je pense que c'est un frein qui est presque personnel, à savoir est-ce qu'on va réussir à dépasser ses craintes, à dépasser ses peurs, à dépasser ses stéréotypes, parce que je pense que c'est le principal frein. On a l'impression qu'on va systématiquement se retrouver face à quelqu'un, je vais généraliser, je vais être grossière, mais qui sent mauvais, qui est alcoolique, et c'est justement le projet des bureaux du cœur, c'est de réussir à sensibiliser, à montrer que la précarité c'est pas ça, et qu'en fait on peut aller bien au-delà. Il y a d'autres freins ensuite, des freins qui sont inhérents aussi au fait que on va dans des bureaux, donc ça va demander, ça va supposer
que les entreprises puissent repenser aussi leurs locaux pour en fait justement permettre cette mixité d'usage. D'autres freins également vont être que c'est un projet collectif. Ça, c'est hyper important de le dire, c'est que les bureaux du cœur, c'est pas juste la décision du dirigeant qui ouvre ses portes, mais c'est vraiment embarquer l'ensemble des salariés pour que effectivement cette force qui est le lien social qui va réussir, qui va permettre à l'invité de rebondir, puisse se mettre en œuvre. Donc effectivement, il faut réussir aussi à embarquer l'ensemble de ces salariés. Et le dernier frein, je me retourne vers Madame la juriste, c'est un frein qui est juridique, puisqu'effectivement, bon, alors nous, les bureaux du cœur, on œuvre dans un flou du juridique qui pour l'instant nous va bien, mais on a quand même des freins. Le premier, c'est le frein du bailleur, puisque dans les baux classiques, il n'est jamais écrit qu'une entreprise peut accueillir. Donc il faut convaincre le bailleur, ce que nous, on ne fait pas directement, donc c'est aux entreprises de le faire. Et le deuxième frein, c'est un frein assurantiel. Pour nous, il n'était pas question que le projet ne soit pas assuré dans le même cadre, enfin, dans le même principe qu'un salarié est assuré dans ses bureaux pour protéger l'invité comme pour protéger l'entreprise. Et donc, c'est un travail de fond qu'on mène. Et donc, on va, assurance par assurance, leur démontrer que les bureaux du cœur, c'est un projet qui ne présente pas de risque supplémentaire, peut-être même au contraire, puisque finalement, c'est une présence dans l'entreprise qui va limiter le risque d'intrusion. C'est une présence aussi qui peut alerter en cas de démarrage d'incendie. Enfin bref, tous les risques qu'un assureur peut imaginer, je vous laisse libre cours aussi à votre imagination. Et aujourd'hui, on a déjà une première assurance qui nous a suivis, puisque AXA a introduit la clause bureau du cœur, qui donc permet à toutes les entreprises qui sont assurées chez AXA d'ajouter cette clause à leur contrat sans surcoût. Je vous laisse peut-être compléter. D'un point de vue juridique, comme je le disais tout à l'heure, et j'aimerais quand même insister sur ce point, il y a beaucoup de choses qui sont possibles à droit constant, comme on dit, c'est-à-dire sans réforme législative ou réglementaire. Dans la mise en place d'un projet de mutualisation, d'hybridation ou d'urbanisme transitoire, il y a une chose qui est importante, et c'est pas finalement un frein, mais je dirais que c'est au minimum un prérequis, c'est respecter, ou en tout cas négocier le bail, parce que si on est occupant en fonction d'un bail, on doit respecter son bail. La même chose si par exemple c'est un immeuble en copropriété. Bon, le règlement de copropriété peut être plus ou moins strict. Ça, c'est des choses, mais c'est aussi des choses qui peuvent se modifier. Donc c'est pas un frein. Donc c'est plus des pratiques à généraliser. L'exemple d'AXA est extrêmement intéressant. Et de ce point de vue, on pourrait imaginer, et je pense que ce serait une très bonne chose, c'est une grande concertation des acteurs et des parties prenantes sur le sujet assurantiel. Il y en a un autre que j'aborderai après, afin que les pratiques évoluent. Le deuxième chantier pour lequel une concertation sera intéressante, c'est l'ouverture des lieux au public. Imaginons un immeuble de bureau qui n'est pas habilité à recevoir du public et qui voudrait mettre à disposition sa salle de réunion pour des activités associatives, pour tout ça. Là, il y a une réflexion à mener sur l'ouverture des lieux au public. Et de ce point de vue-là aussi, ce serait intéressant qu'il y ait une concertation des acteurs intéressés, que ce soit les acteurs publics, les administrations, les services de sécurité incendie, les propriétaires, les locataires et les porteurs de projets. Voilà. Mais j'aimerais réinsister encore, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Pour une personne publique, il faudra ajuster en fonction de l'affectation, mais elle pourra la modifier. Elle pourra conclure des conventions. Alors c'est sûr, le projet devra être compatible avec l'affectation initiale. Ce que disait M. Masclo tout à l'heure, il fallait que ça s'intègre aussi, que ce soit compatible avec les enjeux universitaires du site. On peut imaginer pour des exemples plus privés, beaucoup de types de contrats. En termes d'autorisation administrative, il y a une partie qui n'entre pas forcément dans le champ de certaines autorisations, en tout cas on peut y réfléchir. Mais le juridique n'est pas le principal frein. Il me semble que c'est plus le développement des pratiques et que les acteurs de l'immobilier, de l'économie sociale et solidaire échangent davantage. C'est une très bonne nouvelle. Non, mais je me tournais tout à l'heure vers Madame Slama. Justement, j'avais l'impression que ce cas des bureaux des cœurs, on pouvait aussi le transposer sur d'autres équipements, notamment des équipements gérés par la ville, je crois, comme les écoles, qui offrent des espaces, parfois des équipements sportifs
et qui en même temps restent un petit peu des bastions, sauf certains équipements qui ont été conçus d'ailleurs à la base pour être multi-équipements et donc multi-publics selon les horaires. Mais je crois que vous êtes en train de mener des initiatives dans ce sens-là. Alors, ce qui est certain, c'est que le public, en règle générale, que ce soit les collectivités locales ou l'État, doivent et peuvent montrer l'exemple en la matière. On a parlé des freins techniques, juridiques, assurantiels. On n'a pas trop parlé des freins en termes de gestion. Et là aussi, il y a des professionnels maintenant du sujet, hein, donc il ne faut pas hésiter à se faire accompagner par des professionnels sur ces questions-là. Mais finalement, le plus grand frein, c'est le frein culturel, la peur. Et puis quelque chose qui est très français, c'est chez moi, c'est pas chez toi. En plus, on a vécu le Covid avec la crise sanitaire où on se renfermait. Et juste avant, je me rappelle quand même qu'on a eu les attentats, donc pareil en termes de sécurité. Donc il faudrait apprendre à s'ouvrir, de ne pas avoir peur de ça, et au contraire, d'en tirer tous les bénéfices en termes de frottement des usages. On n'a pas parlé aussi des nouveaux services qui pouvaient être demain proposés aux usagers d'un site ou aux riverains d'un site. Parce que typiquement, si un RUE transformé en brasserie le soir et le week-end pour les riverains du site, les exemples encore une fois sont infinis. Pour revenir à la question du public, oui, le public doit montrer l'exemple parce que déjà c'est plus facile. On est maître de notre patrimoine, donc on peut organiser les choses un peu comme on veut, on peut construire comme on veut, on peut rénover comme on veut, on peut gérer à peu près comme on veut. Donc on a les mains plus libres, on n'a pas forcément toujours les poches pleines pour cela, mais on est un petit peu plus libre de faire les choses comme on l'entend. Et puis bien évidemment, nos équipements, ils sont faits à la base déjà pour accueillir du public. Et donc avec les ERP, c'est quand même plus simple d'intensifier que si ce n'était pas le cas. Donc c'est pour ça qu'à Paris, mais il y a d'autres initiatives dans d'autres communes de France, encore une fois, c'est un sujet vieux comme le monde, mais à Paris, on va déjà ouvrir les cours d'école le week-end. On ouvre les bibliothèques maintenant le dimanche aussi, mais on peut aller beaucoup plus loin. Et c'est ce qu'avec un certain nombre d'autres acteurs, on essaye de faire. Et il y a une expérimentation qui est en train d'être menée actuellement dans le 14e arrondissement. On met en place un catalogue, on répertorie l'ensemble des horaires d'utilisation de tous les équipements publics. Et puis bien évidemment, après, avec un certain nombre de petites choses très simples, la mise en place de délibération avec une grille tarifaire, avec une gestion un peu cadrée, expliquée, eh bien on peut faire des choses très vite et très fort. Et donc moi je reprends un petit peu ce travail, j'essaie de le vulgariser pour qu'il puisse essaimer partout en France et que l'ensemble des collectivités locales, mais aussi l'État, puissent s'en emparer. En fait, vous êtes en train d'offrir un nouveau gisement foncier immobilier, simplement en étendant, les calendriers d'occupation, en fait. Donc on crée des mètres carrés, en réalité. Exactement. Si on utilise mieux, on a moins besoin de construire. Et d'ailleurs, avant de construire, encore une fois, moi je ne suis pas contre l'acte de construire, je pense qu'il faut continuer à construire. Mais avant de construire, il faudrait peut-être se poser la question de savoir si dans le périmètre, on ne peut pas déjà mieux utiliser ce qu'on a aujourd'hui. Voilà. Et c'est facile de dire il n'y a qu'un faucon. Ce qu'il faut, c'est lever concrètement les freins et les obstacles à une meilleure intensité d'usage. Et c'est pour ça que le travail, encore une fois, des notaires chevreux est précieux en la matière, puisque le frein juridique est un des premiers freins évoqués quand on parle d'intensité d'usage. Ah mais non, mais c'est pas possible juridiquement. Peut-être qu'on peut aborder rapidement, si c'est possible, le dernier aspect pour systématiser ces pratiques. Je ne sais pas, M. Masclo, si vous voulez nous éclairer, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour finalement, comme vous disiez, alors moi j'ai travaillé avec les Italiens des politiques temporelles au milieu des années 90, ils faisaient déjà les ouvertures des cours d'école en Italie. Donc ça a été diffusé, les idées ont été diffusées, mais on voit bien qu'il y a des résistances, ça prend du temps, mais je pense que tout ça a mûri. Et du coup, comment vous voyez par rapport à ce que vous faites, comment systématiser un petit peu ces bonnes pratiques, ces approches? L'objectif pour les généraliser, pour les démocratiser, c'est déjà de se faire connaître et de faire connaître ces expériences. Sujet d'urbanisme transitoire sur Sancier-Césure. Nous, très vite, on avait cette idée on va expérimenter, on va essuyer les plâtres, ça va pas être simple sur tous les aspects, on pourrait revenir sur tous les sujets liés à la gestion de ce genre de site. C'est beaucoup plus simple de ne rien faire. Simplement, c'est faisable, on y arrive, on le démontre, et l'objectif, c'était que ça soit un modèle réplicable. Donc, effectivement, on travaille sur des outils juridiques, parce que pour le coup, on a une très belle convention d'occupation temporaire qu'on a travaillé avec Plateau Urbain et avec Chevreux Notaire, qui
fait je ne sais combien de dizaines de pages, qui prévoit des tas de choses, qui donne de la souplesse aussi, mais qui aujourd'hui pose un cadre qui va pouvoir être utilisé dans d'autres situations pour accompagner des projets éventuellement un peu plus simples à mettre en œuvre. Ça demande d'y passer du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de ne pas lâcher l'affaire en cours de route, ça demande éventuellement des prestations intellectuelles complémentaires. Après, c'est pas forcément plus coûteux pour rebondir. Enfin, il y a des moments où ça coûte de l'argent, mais typiquement pour nous, l'alternative, c'était un bâtiment à gardienner pendant X années. Je suis pas sûr qu'on s'en serait sorti. Voilà. Là, on a investi en prestations intellectuelles. On a un mode de fonctionnement avec Plateau Urbain qui fait que s'ils boivent le bouillon, on sera là. Donc on assure quand même quelque part le partenaire privé, coopératif un peu fragile qui nous accompagne dans ce système-là. Mais on va faire des économies sur le gardiennage. On va pas avoir besoin de chauffer puisque c'est chauffé. Les charges de chauffage sont payés par les occupants, donc ça va permettre de conserver quand même le bâtiment dans un meilleur état, et comme on prévoit de le réutiliser derrière, c'est pas plus mal. Voilà, on a des bénéfices sociétaux qui sont pas monétisables, ou en tout cas pas facilement appréhendables. On voit que pour nous, ça va être une opération dont on espère, on fera le bilan au bout des 3 ans, mais dont on espère qu'elle va être neutre financièrement, voire légèrement moins coûteuse que la solution qui aurait consisté à ne rien faire. Donc c'est vrai qu'il y a des difficultés, mais c'est des difficultés qui sont solubles si on s'accroche, si on s'entoure des bonnes personnes. Et donc déjà faire connaître tout ça, c'est de nature, je pense, à permettre de surmonter des freins culturels, politiques, parce que pour le coup, je pense qu'on a aussi besoin de placer le débat sur ces enjeux-là. Juste pour rebondir sur une polémique récente là, sur les logements du Crous pour les JO. Vous avez sûrement entendu parler de cette affaire. Là, il y a eu un jugement qui est récemment intervenu. Je n'ai pas le détail de comment ça s'est passé, et sûrement que ça a été assez mal emmanché, assez mal discuté. Il y a de la récupération politique, tout ce qu'on veut. Mais typiquement, ça part de quoi? Ça part du constat que plus de 30% des logements étudiants des Crous sont vacants de mai à septembre. Il y a un besoin de logement pour accueillir tous les fonctionnaires de police, etc., qui vont permettre de réaliser ces Jeux Olympiques. Le premier projet, c'était on récupère un terrain nu en grande périphérie de Paris, on met des Algeco dessus, on fait dormir toutes les forces de sécurité dans ce genre de truc. Heureusement, il y a quelqu'un qui a levé le doigt, qui a dit mais en fait, on a des logements, notamment les logements étudiants, qui sont vides dans ces périodes-là. L'idée, c'était qu'on s'adresse, pour loger des fonctionnaires, on s'adresse à des structures publiques, on va essayer de conventionner avec le Crous, ça permet d'avoir un effet masse. Accessoirement, ça apporte des ressources complémentaires au Crous dont ils ont bien besoin pour l'entretien de leur patrimoine. Voilà, le truc a dérapé, je ne sais pas s'ils arriveront à renouer le lien, sinon c'est pas grave, ça ira vers les résidences étudiantes privées, et ça enrichira des acteurs privés qui ont les mêmes sujets de vacances pendant l'été, mais à un moment, c'est aussi poser ce débat-là, c'est-à-dire que ce constat il y a 30% des logements qui sont inoccupés pendant 3 à 4 mois l'été, il faut le poser, il faut se poser la question de comment est-ce qu'on peut mieux utiliser ces logements. De toute façon, on n'aura pas les JO tous les ans, donc il y a encore ce sujet-là, année après année, qui va fonctionner. Et donc, posons ce sujet, essayons de l'aborder de façon un peu dépassionnée, de regarder quelles sont les contraintes des uns et des autres, et de voir comment on va pouvoir mieux utiliser ces opportunités. Effectivement, avant, ça existait, ce problème-là, mais on n'en prenait pas conscience. Là, aujourd'hui, je pense que de plus en plus, on en prend conscience à des niveaux techniques, à des niveaux politiques, au niveau des acteurs associatifs, et c'est notre responsabilité collective d'arriver à pousser ces curseurs. Et voilà, l'occasion ce soir, c'est aussi de partager ce genre d'expérience et de montrer que si on se mobilise sur ces sujets, on peut arriver à faire des choses assez intéressantes. Pardon ? Oui, je voulais juste dire une chose. Non, dans ce que vous dites, c'est effectivement, en fait, chaque acteur, chaque opérateur a son propre calendrier, et à un moment donné, il pourrait s'emboîter. Et je pense que c'est ce qui s'est passé sur cette question du Crous. Quelqu'un a compris qu'il y avait 2 calendriers qui pouvaient s'emboîter, ce qui n'est pas évident, en fait, parce que tout le monde ne connaît pas le fonctionnement des autres organisations.
qui va dans le sens, en tout cas, de cette nécessaire collaboration et interopérabilité. Peut-être que, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Je crois que j'avais dans mes notes la question du guide, mais je crois que vous en avez parlé tout à l'heure, hein, le fait que diffuser ces bonnes pratiques. Non, mais peut-être un mot, puisque vous me donnez la perche. On va en parler pendant des heures encore, parce que c'est un sujet passionnant, en tout cas moi qui me passionne. Non, simplement dire, parce que je pense que c'est important, qu'on est tous acteurs du changement sur cette question d'intensité d'usage. Vous, parce que vous exercez des métiers en particulier, mais pas seulement. Tout simplement en tant que citoyen. Il ne faut plus tolérer ce gaspillage des mètres carrés. Ce n'est plus possible. Il faudrait que la question de l'intensité d'usage devienne un critère objectif pour faire en sorte de choisir telle ou telle politique publique demain ou aux élections. C'est important, il faut vraiment que chacun se saisisse de ça. Donc voilà, petit coup de gueule. Mais c'est probablement mesurable, effectivement, et du bientôt coup, l'échelle de mesure qui arrive, et le but ultime, c'est de la faire intégrer à la réglementation environnementale. Absolument, ça peut devenir un critère d'évaluation des opérations immobilières, j'entends. Oui, on peut peut-être ouvrir le débat à la salle, si vous avez des questions éventuellement. Oui? Oula, il y a déjà beaucoup de mains levées. Bonjour, Marc Dufaux, Driat, ministère de la Transition écologique. J'ai une question qui n'est absolument pas polémique, c'est une question de compréhension. Que l'on parle d'intensification des usages, que l'on parle d'ouverture des usages à d'autres publics lorsque les locaux sont rendus vacants, ça peut entraîner dans certaines expérimentations, ça peut entraîner des effets mécaniques où on va aller plus loin dans la journée. Ou alors on va ouvrir des locaux ou des bâtiments alors que d'habitude ils sont fermés. Donc la question que j'avais c'est, parce que ça n'a pas été évoqué d'un point de vue juridique, est-ce qu'il y a des contraintes eu égard au droit du travail? C'est-à-dire qu'on peut imaginer que le travail du rondier qui va vérifier les locaux d'habitude à 20h, il va passer à 23h. Donc là, je ne parle pas d'aspect de dégradation, de sécurité incendie dont vous avez parlé, mais eu égard aux règles de travail, comment on peut rendre ça compatible? Alors là, d'un point de vue du droit du travail, je crains pas pouvoir vous répondre. Ça me semble peu probable que ce soit possible, mais c'est pas du tout ma spécialité, donc je peux absolument pas vous répondre là-dessus. C'est une question absolument intéressante. Nous, enfin, en tout cas moi, c'est plus l'immobilier. Ma casquette d'élu local, bien évidemment, si vous demandez à des gardiens de travailler, ou des gardiens d'école de travailler par exemple le week-end pour ouvrir et fermer, ils sont rétribués pour ça, avec la réglementation qui va bien, c'est-à-dire avec des horaires de week-end, et si c'est le soir, etc. Ça peut être le même personnel comme ça peut être un autre personnel. L'intérêt, on en a parlé rapidement des bénéfices. Il y a des bénéfices écologiques, bien sûr, en termes de qualité urbaine, mais les bénéfices économiques de l'intensité d'usage, ils sont là aussi pour régler ce type de problème. Parce que qui dit intensité d'usage dit potentiellement partage des charges, comme le gardiennage, comme pourquoi pas le nettoyage, et c'est potentiellement aussi une nouvelle source de revenus pour les propriétaires d'un site. Donc vous pouvez justement compenser, on va dire, le coût supplémentaire pour payer un acteur pour ouvrir ou gérer le site à des horaires élargis grâce à ces revenus-là. Je peux dire juste une chose avant de votre question. J'ai l'impression que derrière votre question, il y a un risque qui a déjà été soulevé par d'autres, pas ici aujourd'hui, mais de saturation. C'est-à-dire le fait de dire, on intensifie, il n'y a plus de jour, il n'y a plus de nuit, il n'y a plus de dimanche, il n'y a plus de vacances, il n'y a plus de rien, c'est la ville 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et je pense qu'effectivement, c'est un acte de réflexion, en tout cas de la chronotypie, sur lequel je pense qu'on pourra réfléchir aussi. Oui. Après, il y a juste un truc, mais c'est plus une question pour les participants de la table ronde, c'est que l'idée aussi, c'est pas forcément de créer de nouveaux usages qui n'existent pas forcément, c'est aussi répondre à une demande qui existe déjà. Et du coup, je pense qu'on peut aussi ajouter, cette question de la saturation, elle doit aussi être lue par rapport aux besoins qui sont déjà existants et qui ne sont pas pourvus. Christophe Roy, architecte urbaniste.
Ben écoutez, merci beaucoup parce que c'est vraiment un excellent sujet qu'on n'a pas beaucoup traité et ça montre bien qu'il y a des pistes par rapport à ce que vous avez dit, nous sommes des acteurs du changement. Moi je dirais par rapport à l'effondrement climatique qui est officiel, nous sommes acteurs de notre survie et actuellement on les sent à travers la campagne et la mobilisation pour la création des îlots de fraîcheur. Mais là, vous ajoutez un maillon de plus, des îlots d'échange et de partage, mais pas pour le changement, simplement pour la survie. Donc, on les voit dans d'autres pays, par exemple à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, les locaux sont ouverts jusqu'à minuit. Et c'est une vitrine, c'est une sorte de mise en valeur de leur image des marques pour montrer le côté ouverture vers les quartiers, vers l'échange, etc. On les voit à travers les bibliothèques quelques-unes, comme par exemple la Bibliothèque nationale rue Richelieu le dimanche, la salle ovale, elle est ouverte jusqu'à 18h. Et les visiteurs sont époustouflés, surtout les étrangers, ils disent mais c'est pas possible, c'est climatisé en plus, donc ça montre bien que c'est une question des sociétés. Si on veut survivre, pas seulement vivre ensemble, mais survivre dans des conditions climatiques et sociales aussi violentes, c'est un sujet qui mérite à être exploité. Et merci encore. À vous. Merci à vous. Je ne sais pas si d'autres questions. Ben, on va remercier nos intervenants et Ecopolis. Je me tourne vers vous, mais Ecopolis, c'est un peu partout, je pense.